Bienvenue sur Sika TV, c'est un plaisir de vous savoir au rendez-vous de ce nouveau numéro du Journal de l'économie. On commence tout de suite avec le sommaire. Le système des Nations Unies soutient le gouvernement égyptien. Il lui a accordé un appui financier de 1,2 milliard de dollars. Premier forum économique pour le développement de Madagascar. Il se tiendra les 26 et 27 mars prochains. Enfin, les recettes d'exportation de dattes ont augmenté de 22% en Tunisie. Je le disais à l'instant, le système des Nations Unies a accordé à l'Égypte un appui financier d'un montant global de 1,2 milliard de dollars sur la période 2018-2022. L'objectif est de soutenir le gouvernement égyptien pour la réalisation de son plan national de développement. Dans le détail, cet appui permettra une intervention des différentes agences du système des Nations Unies en Égypte autour de certains axes stratégiques, à savoir le développement économique, la justice sociale, l'autonomisation des femmes et enfin la gestion durable des ressources naturelles. Le volet développement économique de l'accord sera basé sur la réalisation d'objectifs convenus pour un développement économique global et durable, pour la création d'emplois ainsi que pour la formation. En ce qui concerne le volet autonomisation des femmes, il s'agira de renforcer les capacités et la participation des femmes à des postes de direction et à de nombreuses autres activités économiques, en plus de leur accès à l'éducation et à l'emploi. Les 26 et 27 mars prochains, Madagascar sera à l'affiche. Le pays compte en effet organiser son premier forum économique pour le développement. Un forum qui vient à point nommé puisque, vous le savez, il intervient dans un contexte où l'économie malgache est à la traîne et exige qu'on mène la réflexion pour son décollage. Madagascar se donne les moyens d'amorcer sa relance économique après la crise politique de 2009-2013. Le pays tiendra les 26 et 27 mars son premier forum économique pour le développement. Pendant 2 jours, tous les acteurs de l'économie du pays se réuniront autour d'une même table pour identifier les blocages et trouver des solutions pour une croissance auto-entretenue et le développement du pays en vue de tracer toutes les conditions de son décollage économique. Il s'agira précisément de se mettre ensemble pour mettre en œuvre une stratégie fiable et stable qui pourrait supporter les instabilités politiques et les chocs externes, y compris les effets des catastrophes naturelles. Au nombre des questions qui seront abordées au cours du forum figurent celles relatives à la stabilité de la monnaie, l'industrialisation, le secteur des mines et les zones économiques spéciales. Plusieurs personnalités sont attendues à ce rendez-vous, de même que des groupements d'opérateurs économiques et autres acteurs du secteur privé, de la société civile, les représentants de l'administration publique, les universitaires, sans oublier le syndicat des industries de Madagascar. Le forum devrait déboucher sur l'élaboration de mémorandums contenant les recommandations pour le développement économique du pays. Considéré comme étant le 4e pays le plus pauvre au monde, avec un produit intérieur brut par habitant de 424 $ et une population vivant à plus de 90% dans la pauvreté, Madagascar devrait afficher un taux de croissance de 5,1% cette année contre 4,1% en 2017. 402,4 millions de dinars, soit 168 millions de dollars. C'est la somme que la Tunisie a engrangée durant la saison 2017-2018 en exportant ses dattes, ce qui représente un bond de 22,2% par rapport au montant total encaissé au cours de la même période lors de la précédente campagne. Il faut dire que cette performance a été le résultat d'une amélioration de 7,52% des quantités exportées qui sont passées de 61 487 tonnes à 66 116 tonnes avec un volume de 5 099
1,1 tonne de dattes biologiques. Les principales destinations qui ont enregistré un boom de leur importation sont l'Australie, le Qatar, l'Inde et le Canada. Le pays attend une production de 305 521 tonnes au terme de la campagne 2017-2018. Direction maintenant la France, à la découverte d'un nouveau métier. Il s'agit de l'œnotourisme qui se développe chez les viticulteurs, de quoi leur procurer un sérieux complément de revenus. En ce jour glacial de février, une petite quinzaine de touristes français et japonais pénètrent dans un des chais du leader mondial du cognac. Depuis 2016, la marque organise des circuits de visite pour faire découvrir les secrets de ce spiritueux séculaire. L'œnotourisme à la Maison Hennecy, c'est 4 programmes de visite. Et on a à peu près 30 000 personnes par an. Énormément de gens qui viennent nous voir découvrent que l'origine du cognac, c'est le raisin, la vigne, donc le vin. Beaucoup ne l'imaginaient pas avant, y compris parmi le public français. La visite commence par le chai de vieillissement où sont réunis dans la pénombre les barriques aux effluves épicés. Elle se poursuit derrière ces grilles dans ce qu'on nomme le paradis. Là, dans ces grosses bouteilles en verre recouvertes d'osier que l'on appelle Dame Jeanne, sont précieusement conservées les eaux-de-vie vieilles de 200 ans. J'ai trouvé la visite très intéressante. On remonte effectivement dans le temps, notamment avec les différentes eaux de vie qui sont très vieilles. Alors, je ne m'imaginais pas que c'était effectivement aussi compliqué et qu'il y avait autant de travail derrière une eau de vie. Clou de la matinée, la dégustation. Les visiteurs découvrent alors plusieurs cognacs entre 2 et 10 ans d'âge. Analyse des couleurs, des arômes et dégustation, sec ou sur glace. Pupilles, nez et papilles, le cognac dévoile ses derniers secrets. C'est très intéressant parce que moi personnellement je ne savais pas du tout comment se produisait le cognac et donc c'est une découverte. C'était fantastique, c'est beau, c'est élégant le cognac. Les vignes sont à nu en hiver, pourtant c'est le meilleur moment de l'année pour venir dans la région. Ceux qui déboursent 250 € pour la journée peuvent visiter les distilleries qui tournent sans discontinuer. Ici, 10 alambics chauffent pendant 24 heures le vin en double distillation. Dans quelques minutes, vous pourrez assister à un moment que nous jugeons essentiel, important, qui est le moment de la coupe, c'est-à-dire le moment de l'arrêt d'obtention de l'eau de vie. Et pour obtenir la parfaite concentration aromatique et gustative sans l'amertume, tout se joue au millième de degré d'alcool. Quand les 59 degrés approchent, les 4 distillateurs sentent, goûtent ce liquide transparent chaque minute et partagent ce moment rare avec les visiteurs. Beaucoup sont assez étonnés qu'il y ait deux chauffes pour arriver à sortir une eau de vie, que ce soit aussi complexe au niveau des températures, des quantités de coulage, etc. Oui, beaucoup de personnes pensent qu'il y a juste à mettre le vin et qu'on récupère l'eau de vie au bout. Donc non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Longtemps boudé en Europe, le cognac revient à la mode depuis quelques années chez les moins de 50 ans, grâce notamment aux artistes américains qui en font la promotion dans leurs clips. Les 4500 exploitants de la région ont aussi appris à ouvrir de plus en plus leurs portes pour accueillir chaque année près de 200 000 curieux. Dernière destination de cette édition du journal de l'économie, le Nigeria, et c'est pour nous intéresser à une mission économique multisectorielle qui est attendue dans quelques jours dans le pays. Et pour en parler, nous retrouvons bien sûr Casimir Pédio, notre chroniqueur. Bienvenue Casimir. Bonjour. Alors, Inès. pourquoi cette mission au Nigeria dans quelques jours ? La mission veut évaluer les possibilités, les potentialités économiques du pays. Vous savez, le Nigeria a connu une situation malencontreuse au cours des 2 dernières années, notamment la crise au niveau du pétrole à l'international qui a affecté l'économie de ce pays-là. Et depuis mi-2017, le Nigeria a repris progressivement sa croissance et donc il est normal que ses partenaires techniques et financiers, surtout la Belgique qui ici représente un poids important au niveau des importations au niveau du pays, il est donc important que ces pays reprennent le contact avec le Nigeria pour voir véritablement ce qui peut marcher
dans les 10 prochaines années. Qu'est-ce que le Nigeria a donc véritablement pris comme engagement économique vis-à-vis de l'international pour relancer son économie? Et donc voilà un peu ce qui sous-tend la mission donc organisée par l'agence Bruxelles Invest and Export en collaboration avec l'autre agence wallonne à l'exportation aux investissements étrangers qui va séjourner au Nigeria entre donc le 25, donc à partir du dimanche prochain jusqu'au 30 mars pour véritablement squatter l'économie nigériane. Mais pourquoi la Belgique s'intéresse-t-elle au Nigeria et pourquoi ce choix porté sur le pays? Alors, selon donc les statistiques que nous avons constatées, la Belgique est le deuxième donc pays importateur au niveau donc du Nigeria. Et donc, si on veut parler en termes clairs, la Belgique est le deuxième fournisseur donc de biens et services au niveau donc du Nigeria. C'est donc très important pour ce pays-là d'avoir un regard bienveillant sur l'actualité économique du pays. Tenez, en 2016, par exemple, la Belgique a importé au niveau donc du Nigeria environ, selon les statistiques, environ 8,96 milliards de produits au niveau donc du pays. La Belgique est ainsi classée le deuxième en 2015 et aussi en 2016. En 2017, le pays a également travaillé pour véritablement s'afficher comme le premier pays en termes donc de croissance de biens et services au niveau du Nigeria. Et donc, la Belgique aujourd'hui est intéressée par les secteurs agroalimentaire, agro-industrie, mais aussi le secteur industriel au niveau du Nigeria. Et pourquoi pas, la Belgique est intéressée par le tourisme au niveau du pays. Donc, tout ceci fait que la Belgique aujourd'hui s'affiche comme le premier partenaire de cette renaissance de l'économie au niveau du Nigeria. Alors, qu'est-ce que les PME, les PMI du Nigeria peuvent attendre de cette mission exactement? Alors, selon le programme élaboré donc, par les deux agences qui donc, vont conduire cette mission-là, il y a des séances de B2B qui auront lieu entre les institutions donc, du pays, à savoir la Chambre de commerce, mais aussi les gouverneurs, donc, le gouverneur de Lagos et aussi les commissaires gouvernementaux en ce qui concerne les différents portefeuilles que je viens de citer. Au-delà de ça, les PME, les PMI auront également des échanges pour voir véritablement qu'est-ce que le Nigeria a pris en termes de résolution et comment est-ce que le partenariat économique entre donc, l'Europe et surtout la Belgique pourra donc être nouée désormais avec les pays, les PME, les PMI de ce pays-là. L'autre chose qu'il faut également noter qui pourra donc avantager les PME, les PMI de ce pays-là, Lagos c'est quand même 23 millions donc, d'habitants, soit environ 12% de la population totale du Nigeria. En dehors de ce poids démographique-là, la classe moyenne de vie aujourd'hui est au niveau de cette ville et les Belges sont intéressés donc par ce potentiel-là pour véritablement voir ce qui peut développer ces 5 voire 10 prochaines années véritablement en termes de relance de l'économie du Nigeria. On peut envisager des retombées pour la sous-région ouest-africaine en général? Forcément, des pays comme le Bénin, qui, il faut le dire, greffent leur économie sur le modèle nigérien, pourront donc tirer bon profit de cette relation-là. Je veux parler du Niger également, qui, il faut le dire, a quand même une partie de son économie rattachée au Nigeria. Il y a de l'autre côté aussi l'Afrique centrale avec le Cameroun, même si le Cameroun reste et demeure jusqu'à aujourd'hui la locomotive économique de la zone centrale, le Cameroun dépend également du Nigeria. Et donc, je crois que cette mission n'est pas seulement pour le Nigeria, mais c'est pour toute la zone ouest africaine, mais aussi de l'Afrique centrale, pour véritablement voir dans quel cas le Nigeria pourra être désormais la plaque tournante de l'économie entre l'Europe et l'Afrique. Merci beaucoup, Kazmik Pédios. Ce sera tout pour aujourd'hui. Déjà, on se dit à demain. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, à vous aussi, je dis à demain dans un nouveau numéro du Journal de l'économie.